Tous et à toutes, j'aimerais commencer par reconnaître que Mila est située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Mila reconnaît les obstacles systémiques auxquels sont confrontés les peuples autochtones en matière d'éducation, d'emploi, de territoire et de technologie. Les savoirs et les connaissances autochtones ont généralement été dévalués, exclus, voire effacés de la science de l'IA, et nous reconnaissons donc la nécessité d'un engagement à travailler avec les peuples autochtones dans la recherche et dans la science de l'intelligence artificielle. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Ludovic Soussis, je suis directeur principal des affaires publiques et des communications à Mila. Monsieur l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de la Technologie, distingués invités, I would like to welcome you all to Mila for this historical announcement of the launch of the Canadian AI Safety Institute. Il me fait plaisir de vous accueillir à Mila pour l'annonce historique du lancement de l'Institut canadien pour la sécurité de l'IA. We are here in the house of Yoshua Bengio, who is one of the founders. A big room, 90,000 square foot house, who is one of the founding fathers of this technology and who is today the most cited researchers in the world in computer science. Because of him and researchers across the country like Yoshua Bengio and Richard Sutton, Canada is considered one of the best AI ecosystem in the world. Since 2022, we are in a new era in the AI field. Many of the innovations and the rapid changes that we witnessed since the last years have been made possible by the groundbreaking research made here in Montreal, in Toronto, and across the country. Today, at Mila only, more than 50 researchers are doing research at the intersection of trust, safety, and AI. In recent years, Mila has worked alongside international organizations like the United Nations and the OECD to help shape some of the most important questions of our time. Près d'une cinquantaine de chercheurs ici à Mila s'intéressent concrètement aux questions touchant la confiance et la sûreté de l'IA. Mila travaille depuis plusieurs années avec des organisations internationales comme les Nations Unies et l'OCDE afin d'établir des cadres de référence communs pour ces enjeux qui sont prioritaires pour notre époque. C'est donc un honneur d'accueillir des chercheurs et des leaders de partout au Canada pour ces questions qui sont également prioritaires dans le cadre du lancement de l'Institut canadien pour la sécurité de l'IA. We are proud to welcome this launch of this Canadian AI Safety Institute, joined by researchers and leaders from across the country. Before to hand the microphone to Mr. the Minister, I would like to tell you that after the Minister, Professor Bengio will take the microphone, followed by Stephen Toup, President of CEO of CIFAR, and by Joël Martin, Head of Digital Research at the NRC. Donc, après l'allocution du ministre François-Philippe Champagne, le professeur Bengio, Stephen Toup et Joël Martin prendront la parole. Monsieur le ministre, le micro est à vous. Merci. Bon matin tout le monde, vous allez bien? Bienvenue dans le salon de Yoshua Bengio. C'est ça que je viens de découvrir. Yoshua, merci de nous accueillir chez vous. Hein, on est content d'être avec vous. Et je regardais même le logo. Je me disais, il y a quelque chose, je parlais avec Yoshua en sourdine, on se disait, il y a quelque chose d'inspirant parce que derrière l'ampoule, c'est l'électricité qui était l'une des plus grandes avancées de l'humanité, mais on voit devant un bouclier, dans le fond, pour nous protéger. Et c'est un peu, si on se positionne dans le dernier siècle, et évidemment l'intelligence artificielle dans le prochain siècle, il y a quelque chose qui me rappelle un peu une grande innovation, mais aussi avec un besoin de protection. Alors, félicitations à tous ceux qui ont pensé à ce logo-là, où Yoshua et moi, on le découvrait ensemble pendant qu'on vous regardait. Écoutez, bon matin. D'abord, Madame la Présidente, Brenda Shannon, merci d'être avec nous, ma collègue députée, mais qui est aussi présidente du caucus national. Merci, Madame la Présidente, de nous faire l'honneur de votre présence ce matin. Écoutez, c'est toujours un plaisir d'être chez Mila. Vous comprendrez, Mila, pour moi, pour vous, j'imagine, c'est synonyme d'excellence, c'est synonyme de fierté et c'est aussi pour plusieurs une grande source d'inspiration. Le travail et la réputation de Mila ici contribuent non seulement à placer le Canada à l'échelle mondiale comme un des grands leaders, on en conviendra, mais aussi notamment en mettant de l'avant l'importance de l'innovation sûre et responsable
Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va vivre un moment historique. C'est rare dans une vie qu'on a la chance d'être témoin, de contribuer à une avancée pour protéger l'humanité. Et je le dis avec beaucoup d'humilité parce que c'est rare qu'on a un moment comme ça historique. Et moi, ce matin, je pense, ensemble, on pose une pierre angulaire de l'intelligence artificielle sûre et responsable pour protéger l'humanité. Donc, ce qu'on fait ce matin, c'est un legs non seulement à tous les chercheurs, chercheuses et ceux qui nous ont amenés jusqu'ici, mais je pense un legs pour les prochaines générations. Vous savez, de protéger l'humanité, c'est quand même une grande responsabilité qu'on a collectivement, qu'on a eue à plusieurs époques de la vie. Et c'est rare qu'on peut ensemble être témoin ce matin d'une grande avancée comme celle-là. Alors, I just want to say what a pleasure it is because today we're basically marking a milestone, an historic milestone where what we're going to be doing today with the Safety AI Institute is to protect humanity. It's not every day that you're doing something that will have a long-lasting impact on future generation. But even before I get going, this was just my emotions getting out, even before I get into the fabulous speech that have been written. But première personne que j'aimerais saluer d'abord, c'est Yoshua Benjo. Yoshua, merci. Yoshua, pour moi, c'est que dire quand on est en présence d'une personnalité, d'un grand comme ça de ce monde. Les mots ne nous viennent pas facilement, mais je dirais Yoshua nous enseigne, Yoshua nous guide et Yoshua nous inspire toujours à faire mieux. Alors, merci de nous partager la connaissance, mais ce désir-là de faire mieux. D'abord, de nous avoir fait découvrir une technologie qui va transformer nos vies, mais aussi d'avoir ce souci-là de l'humanité. Alors, Yoshua, je pense que comme citoyens et citoyennes, on est heureux et fiers d'avoir quelqu'un comme toi qui non seulement nous guide, mais est en train de guider l'humanité, et évidemment, à plusieurs égards. Stephen Taupe, le président de CIFAR, here you are. I'm so pleased. Merci d'être avec nous ce matin parce que vous dirigez l'une des organisations clés de l'écosystème de recherche au Canada. For those who don't know Stephen, Stephen is really kind of the leading figure. He's probably the rock star in all the research in Canada. When you are next to him, you know that big things are happening. People recognize his contribution, his wit and wisdom. And we're lucky to have you in Canada and leading the organization. Monsieur Joël du CNRC, vous êtes là. Depuis 1916, le CNRC, ça veut dire plus d'un siècle, vous êtes synonyme d'excellence. Et c'est justement cette excellence-là qu'on va aller chercher, puiser aujourd'hui pour encadrer cette technologie-là de rupture qui est l'intelligence artificielle. Alors, on vous fait confiance avec l'excellence, votre excellence, l'excellence de vos collègues, pour nous guider l'humanité. I want to say to Cam from Amy, Cam is coming straight from Edmonton, and we're lucky to have you with us because Amy and Edmonton, as you know, what we're doing today is for Canada and I would say the world, but having Cam with us from Amy, and thank you because Alberta, Edmonton, and what you're doing there is leading edge. It's cutting edge, and the fact that you decided to be with us on a beautiful, almost summer day in Montreal, it's great to have you. To my friend Tony from Vector, Tony is here. Thank you very much. I mean, you are representing one of the most vibrant community in the country, in North America, and the world. And having you here as well today, because as you see, this institute is bringing the best and the brightest. And when you have these people, today we're surrounded by overachievers. And when you have these people, you realize that Canada is in good hands, and indeed the world is in good hands. Et puis évidemment, Valérie, merci Valérie de nous accueillir chez vous, parce que c'est grâce à votre talent, votre expertise, et je dirais même votre savoir-faire, et celui de vos collaborateurs, vos chercheurs, vos chercheuses, vos scientifiques, c'est grâce à vous qu'on est capable d'attirer des investissements records, mais aussi de continuer de pousser les limites. Donc l'intelligence artificielle responsable, c'est vous, et on compte sur vous. Et puis, je vois Julien aussi qui est là avec des collègues. Je vois aussi M. Bouchard. Écoutez, I could go on and on, but I've not even done page 1, and my team is already looking at me to say, at this rhythm, we're going to be here this afternoon. So, but all of you, I just want to say thank you for being here this morning, and thank you for sharing this momentous time with us. Ben, nous sommes, je le disais plutôt d'entrée de jeu, je pense à un moment unique de l'histoire.
Un moment unique marqué par le début d'une révolution qui est portée par l'intelligence artificielle que nous a fait découvrir, entre autres, le professeur Benjo. C'est une révolution qui va affecter toutes les économies du monde, qui va affecter tous les secteurs de l'économie, et je dirais même qui va affecter toutes les entreprises et la façon dont on va concevoir l'avenir. Vous savez, je le dis souvent, M. Benjo serait peut-être d'accord avec moi, l'esprit humain pense rarement en termes exponentiels. Mais lorsqu'on est dans le domaine de l'intelligence artificielle, on ne peut pas avoir une pensée linéaire. Il faut avoir une pensée exponentielle. Et quand vous mettez l'intelligence artificielle avec le quantique, alors vous imaginez, on est, je dis, peut-être dans la renaissance de nouvelles technologies qu'on peut difficilement même concevoir aujourd'hui. De là, l'importance d'encadrer ça, d'avoir des mesures pour baser la confiance. Mais on sait, on le voit, aussi prometteur qu'est le potentiel de l'intelligence artificielle, M. Benjo, vous l'avez souligné, cette nouvelle technologie-là n'est pas sans risque. C'est justement pourquoi on est ensemble aujourd'hui pour aussi rassurer les gens que le Canada prend les devants pour justement s'assurer qu'on aura une technologie qui sera au service de l'humanité et qui aura aussi un bon nombre de règles, mais aussi d'encadrement pour justement s'assurer qu'on va dans cette direction-là. So whether we're talking about AI-generated misinformation and propaganda, deepfakes or cybersecurity, the need to be vigilant has never been greater. I think that one of the biggest challenges of humanity is around misinformation, disinformation, and obviously when you put AI in that, you just appreciate how much you can do so much faster, wider, and bigger in a way, and therefore the need to work together to make sure that we build trust. And in order to build trust, we need safeguards. We need guardrails, and that's really what we're going to be doing this morning. The two key words I think today is about trust and safety. Trust and safety. And I've always said if you want to move from fear to opportunity, you need to build trust. You need to have confidence-building measures, and one of those is to have guardrails and frameworks so that Canadians who are watching understand that together with the leading minds in the world, we are making sure that we're going to make sure that this new technology is going to serve them. And it's going to have the guardrail that they expect from this kind of technology. If there's no trust, there will be no adoption. And adoption is really the key word here. If you want people to adopt it, they need to have trust. And if there's no adoption, we will squander the incredible potential of many new technologies that we could see. The potential for revolutionary discoveries in the field of science, in health, and to fight climate change. Because one of the fields where we know AI is going to have a big impact is in research, is in health, is in education. So if we want to bring all the positive side to humanity, we need to make sure that people build, we have this trust element so then we can have adoption. The potential for more economic growth, the potential for more productivity. Indeed, I've said that many times now that I firmly believe that AI is the holy grail of productivity. We've been searching in this nation for productivity, solutions and even new ways of thinking. I think AI can be one of them. But for that to happen, users of AI need to feel that this new technology is safe and secure. And that's why today we're launching the Canadian AI Safety Institute, ladies and gentlemen. That is the milestone. That's what we're doing. That's what is leading in the world. I think we deserve a big round of applause. I think that generations will look back at this day and say they get it. They got it. They had our best interests at heart and they did what needed to be done to protect us. C'est avec un immense plaisir que j'annonce aujourd'hui le lancement de l'Institut canadien de la sécurité sur l'intelligence artificielle, une grande avancée pour le Québec, une grande avancée pour l'écosystème de l'intelligence artificielle, mais aussi une grande avancée pour l'humanité, je le disais, parce qu'il faut savoir, cet institut va servir de carrefour national, mais aussi international. Grâce au travail de Yoshua, on était ensemble, les deux, à Bletchley Park. Yoshua s'en rappellera, du moins, c'était plutôt moi qui accompagnais Yoshua à Bletchley Park lorsqu'on était ensemble. Mais on avait promis, l'humanité s'était dit, on devrait avoir des instituts comme ça pour protéger. Et finalement, les États-Unis, l'Angleterre, le Royaume-Uni et maintenant le Canada. Donc, on fait partie des premiers pays au monde, des tout premiers pays, parce que la première conférence aura lieu à San Francisco dans une semaine. Donc, imaginez, on est même avant la première conférence sur
finalement les instituts de sécurité de l'IA. Donc, vous comprendrez que c'est important. On a dédié un budget de 50 millions de dollars parce que, évidemment, on a besoin d'avoir des fonds pour aller chercher l'expertise voulue. Et on va puiser dans l'expertise d'institutions pays qui ont une grande réputation, donc le Conseil national de recherche du Canada et aussi de l'Institut canadien de recherche avancée, ce qu'on appelle CIFAR, ainsi que des 3 instituts nationaux en IA, donc EMI à Edmonton qui sera un grand partenaire, Vector à Toronto et évidemment Mila ici à Montréal. Parce que l'idée de cet institut-là, vous comprendrez, c'est pas nécessairement d'avoir un nouvel édifice, mais c'est plutôt de créer une communauté qui va nous permettre de garder, d'attirer, de développer les meilleurs au monde pour nous guider dans la recherche d'avoir un IA qui est responsable. En devenant le 3e pays au monde, et je dirais même, je ne sais pas si c'est le 3e, I'd like to be the bragger in chief. I would say we're in the top 3 because, it's not even launched. So we're launching the institute at the same time that the 2 others. So you could question whether we're first, second, or third, but at least we're in the top 3 to launch the Safety Institute. Et I think Canada, in this way, as I was saying, Yoshua and I were in Bletchley Park last time, and that's where we made the pledge that Canada would be leading. And when you talk to the world, Yoshua, I should say, Canada is synonymous with responsible AI and cutting-edge thinking in that. So, très content d'être là avec nos partenaires britanniques et américains. Et encore une fois, nous serons là pour une avancée générationnelle. And I know Canada's leadership in AI is nothing new. I mean, you would agree with me. We were the first one to have a national AI strategy back in 2017, believe it or not, way before ChatGPT. I know people at home would say ChatGPT is the beginning of AI. Well, it started way before that. And in 2017, we did that. But we were on the shoulder of giants. I can think of Yoshua, which, is among the best and the brightest. And I can think of Jeff Hinton, which just got a Nobel Prize recently. So, we know that we have the best and brightest here in this country. And therefore, when we talk about AI, we're the gold standard. And that's where we want to continue to be, as the gold standard. And you've seen that when we launched GPay, by the way. Canada was, with France, the first country to launch that. So if we want to stay ahead of the parade, we needed to take action. And that's what we're doing this morning, decisive action. Alors, évidemment, en terminant, comme je dis souvent, si on veut passer de la peur à l'opportunité, il faut bâtir la confiance. Et ce qu'on fait ce matin, c'est exactement ça. So today, we're writing a new chapter, not just in Canada AI history, but the global development of responsible AI. And I could not be more proud to do that together because it's really you. We're going to make that institute the reference, hopefully, in the world with our U.S. and British friends. A new chapter where innovation and responsibility go hand in hand. A new chapter where international collaboration is the cornerstone of progress. A new chapter where Canadian leadership helps shape global solution and I would say global institutions for the 21st century. Ladies and gentlemen, let's seize the moment, let's be ambitious, and let's make sure that together Canada remains on top and really the reference in the world when it comes to responsible AI. With that, it is my distinct pleasure to introduce and to welcome someone who needs no introduction. Actually, we are in his living room after all. I just invite Yoshua Bengio to the podium. Bonjour à tous et bienvenue à Milan. Welcome everyone in my living room. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je suis vraiment plein de gratitude pour le travail que vous et votre équipe avez fait pour mettre en place cet Institut canadien de la sécurité de l'IA. Comme je l'ai dit au moment de l'annonce du Premier ministre il y a quelques mois, je pense que c'est quelque chose d'historique pour le Canada et pour le monde, le développement de ces instituts de sécurité de l'IA à travers le monde, et on doit faire notre part. Canada must be present for this global effort to build trust, as you said, but not just with nice words, but with research and development that is needed to solve hard problems in front of us. Pourquoi est-ce que je suis tellement motivé par ces questions? On a assisté au cours des dernières années à des avancées vraiment significatives en matière d'IA, l'IA générative, ChatGPT, etc.
et les capacités des systèmes qui sont mis au point par les compagnies à travers le monde continuent de s'améliorer en termes de capacité. Mais là où on est moins sûr, c'est le côté sûreté, AI safety. En observant les tendances et les sommes très importantes investies dans le secteur, de nombreux experts en IA, dont moi, estiment que les modèles les plus performants pourraient rapidement atteindre des capacités comparables ou même supérieures à celles des humains à plusieurs égards. On parle d'une révolution technologique qui s'en vient à une échelle de temps inconnue. Et l'atteinte de ce cap pourrait certainement permettre des avancées sociales et économiques très importantes, mais elle comporte aussi de nombreux inconnus, de nombreux risques pour les citoyens et les démocraties. Donc, en plus de mettre en place des cadres réglementaires, merci Monsieur le Ministre pour votre initiative en termes de législatifs, il est aussi essentiel de développer rapidement une meilleure compréhension scientifique des risques associés aux modèles actuels et futurs, parce que l'évolution va continuer. Il faut donc qu'on travaille avec les compagnies pour mettre au point des méthodes pour mieux évaluer ces risques et mitiger ces risques qui puissent être mis en place sur le terrain dans notre société. Donc cet institut, je l'espère, aidera certainement l'écosystème national de recherche dans ce sens et nos entreprises pour explorer des avenues importantes pour la protection du public. J'aime bien le bouclier ici. Et plus précisément, je pense au problème d'alignement, comment on s'assure que l'IA se comporte de manière qui correspond à nos intentions, à nos lois, et de contrôle, pour qu'il agisse dans le sens de ce qu'on veut. Par exemple, dans le contexte de la cybersécurité et de la désinformation que vous avez nommé. So, to bring about the benefits of AI, we need to steer it wisely, and this institute will certainly help our research ecosystem on this front. Importantly, we're not doing this alone. Our effort will be complementary to what other AI safety institutes around the world will be doing and coordinated with them. Next week, I, with many others, will be meeting with the AI safety institutes and researchers interested in these questions in San Francisco. And it's just the beginning of an international network to coordinate these questions, where Canada can play an important role. We have an amazing pool of talent, and our will today, the announcement today, demonstrate again our commitment to the responsible development of AI. Donc, pour résumer, cet engagement de notre pays est très important pour moi. Je suis vraiment enthousiaste et je pense qu'il faut qu'on participe avec la communauté internationale à ce développement responsable d'une IA de confiance. Merci à tous. Let me now invite Stephen Tu, President and CEO of the Canadian Institute for Advanced Research, to share comments. Not sure this is how rock stars dress, but there we are. Monsieur le Ministre, chers collègues, Mesdames et Messieurs, today I am really delighted to join Monsieur le Ministre Champagne, Yoshua Bengio, and Joel Martin on this stage to represent the Canadian Institute for Advanced Research, or CIFAR, in announcing this important initiative for Canada and the world. We're proud that CIFAR will play a key role within the Canadian AI Safety Institute, or CASI, ICSIA en français. Cet institut s'appuie sur les assises établies en 2017, lorsque le Canada est devenu le premier pays à lancer une stratégie nationale en matière d'IA. Depuis, notre travail dans le cadre de la stratégie s'est traduit par une cohorte de 132 spécialistes de renommée mondiale de la recherche en IA, connus sous le nom de titulaires de chaire en IA Canada CIFAR, au sein de nos 3 instituts nationaux d'IA, AMI à Edmonton, l'Institut Vector à Toronto et MILA ici même à Montréal.
Je suis très heureux que les chefs de la direction de chacun de ces instituts sont ici aujourd'hui. I thank them and my colleague Alyssa Strom, Executive Director of the Pan-Canadian AI Strategy, for their very hard work in reaching this milestone. Each of the Canada CFAR AI chairs has created their own networks, with thousands of trainees learning under their guidance across Canada. For years, we've heard from our research community that while they're excited about AI's immense opportunities, they're also concerned about the potential unintended consequences. These range from present-day risks like bias and misinformation to longer-term concerns around human control over powerful AI models and agents. Nous savons également que les Canadiens et les Canadiennes se préoccupent à juste titre des risques potentiels de l'IA, y compris bon nombre de nos chefs d'entreprise qui font preuve de prudence quant à l'introduction de l'IA dans leurs activités. Despite Canada's strength in AI research, our national adoption rates have been low compared to other countries. In fact, many business leaders have told us that to feel confident in adopting AI, they need assurances around safety, a stable regulatory environment, and strong interoperability. And that's why the federal government's contribution of $27 million for the Casey Research Program at CFAR is so important. Thank you, Minister. With this funding, our research community will advance globally significant knowledge on AI safety, uniting experts from diverse disciplines and collaborating across Canadian institutions. The Casey program will tackle real-world challenges like preventing AI-generated disinformation, ensuring privacy protections, and supporting the safe integration of AI in high-stakes fields like healthcare and banking. Ce programme fera également progresser la réflexion sur certaines des préoccupations sérieuses concernant les risques potentiels à long terme posés par les capacités d'IA plus avancées de modèles d'avant-garde. From the outset, the Casey Research Program will align its priorities with the recommendations of the International Scientific Report on the Safety of Advanced AI, led by Yoshua Bengio. I should add, a Canada CFAR AI chair and co-director of CFAR's Learning in Machine and Brains program. Le programme de recherche de l'ICSEA sera dirigé par un conseil de recherche éminent, composé de spécialistes de CFAR, du Conseil national de recherche et de nos instituts nationaux d'IA. L'ICSEA bénéficiera de la collaboration de ces organisations respectées et de leur partage de connaissances. With Casey, Canada joins a select group of nations, the United Kingdom and the United States, as we've heard, in establishing a dedicated AI institute just days before the International Network of AI Safety Institutes meets in San Francisco. Canada today is continuing to make our mark as a committed, responsible leader in the future of AI. Merci beaucoup. Over to you, Joel. Thank you, Stephen. Good morning, everyone. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre leadership, pour cette initiative cruciale, et aussi merci à nos hôtes de Mila. Je suis honoré d'être ici pour discuter du rôle du CNRC, le Conseil national de recherche du Canada, dans le nouvel Institut canadien pour la sécurité de l'intelligence artificielle. L'IA présente des possibilités incroyables, bien sûr, et des défis importants. Elle a le potentiel d'accélérer les découvertes scientifiques et de créer des solutions innovantes à des problèmes urgents. Toutefois, ce potentiel vient avec une responsabilité de faire face aux risques associés à l'IA, comme les menaces de cybersécurité et les campagnes de désinformation. For more than 20 years, the NRC has been at the forefront of responsible applied AI research,
Our work has touched on many areas, such as the analysis of medical imaging for cancer research, predictive tools for railway safety, and identifying emotions in text to help screen out things like hate mail. We have a long history of working with the government to deliver practical solutions to immediate challenges, and we have experience implementing safeguards to protect data privacy and security. We use AI in our research today, for example, to detect drones by a unique frequency signature of their propellers, and we research ways to make AI better by studying how AI models can be trained for more diversity to avoid bias or reduce bias. Le lancement de l'Institut canadien de sécurité de l'IA marque une étape importante, comme déjà mentionné, dans nos efforts collectifs pour assurer le développement et le déploiement responsable de l'intelligence artificielle. Cette initiative est le fruit d'une collaboration entre le gouvernement du Canada, le CIFAR, le CNRC et nos 3 instituts nationaux d'IA, MILA, EMI et l'Institut de Vector. Under the new Institute for Safety, the NRC will work very closely with ICED to lead government-directed research projects that focus on areas critical for informing government policy, conducting joint projects with international partners on AI safety and cybersecurity. Our work will complement the applied and investigator-led research carried out by CIFAR and the National AI Institutes, ensuring a comprehensive, collaborative approach to AI safety. We recognize that AI safety is a global challenge that requires international collaboration. The NRC will support ICED in building these important international partnerships. As part of this effort, NRC will participate next week in the Canadian delegation for the upcoming inaugural meeting for the network of AI Safety Institutes, as you've heard. Lors de l'événement, nous nous concentrerons sur 3 thèmes clés. Premièrement, l'évaluation des capacités et des limites des modèles d'IA. Deuxièmement, l'évaluation des risques et la mise en place de mesures de protection. Troisièmement, l'élaboration des techniques permettant d'instaurer un climat de confiance dans un monde de plus en plus inondé de contenus synthétiques produits par l'IA. Il s'agit d'une occasion importante d'unir nos efforts pour veiller à ce que les technologies de l'IA soient développées et déployées de manière responsable. Le CNRC s'engage à mettre en place un ensemble d'outils et de capacités qui contribueront à protéger la population canadienne. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où l'IA est une influence positive qui stimule l'innovation et protège notre société. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Yoshua. Merci, M. Toup, M. Martin. Ceci conclut la conférence de presse du ministre annonçant l'Institut canadien. J'invite le ministre à prendre la parole derrière le micro pour répondre aux questions des journalistes. Période de questions qui sera animée par Audrey Millette du cabinet du ministre. À la suite de la période de questions, on vous invite à rester. Il y aura un petit cocktail dînatoire ici. Vous pourrez prendre quelques bouchées pour la période du dîner. Merci. Bonjour. Donc, on va commencer par les questions. Ça va être une question et un follow-up sur votre nom et votre média. Non, Yoshua. On va faire ça ensemble, moi et Yoshua. On est dans son salon après tout. Comment allez-vous? Ça va bien? Content de vous voir? Demain, bon mardi. D'ailleurs, la première question initiée tantôt, la première question est pour le ministre François-Philippe Champagne. Vous avez utilisé le mot encadré d'une reprise. Là, je vais être certain d'avoir le bon nom du projet de loi. Il y en a un actuellement qui se fait attendre et qui se nomme le projet de loi visant à encadrer l'intelligence artificielle et les données. Il se fait attendre depuis 2 ans. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça va? Bien, écoutez, demandez un peu à l'opposition. Vous savez, c'est un projet de loi qu'on a présenté parce que on l'expliquait ce matin, le Canada est un leader au niveau international dans tout ce qu'on appelle l'IA responsable. Alors, évidemment, c'était notre devoir, notre responsabilité de proposer un cadre national
pour encadrer justement l'intelligence artificielle, pour informer les gens, pour donner plus de droits aux citoyens et citoyennes face à leurs données, le transfert de données, la protection des données, la protection de nos enfants. Écoutez, je vois une lueur d'espoir parce que j'ai témoigné récemment au comité de l'industrie. J'ai senti une ouverture des partis d'opposition à travailler dans l'intérêt supérieur du Canada. Moi, je peux vous dire, puis si Yoshua veut dire un mot là-dessus, mais vous vous rappelez récemment, on a même reçu la commissaire européenne qui avait été l'architecte de la loi en Europe, qui a applaudi le cadre canadien en disant, effectivement, le Canada a été le premier, je pense, à déposer un projet de loi. On aurait voulu être le premier à l'adopter. Et là, on est un peu pris dans les méandres politiques, mais je pense que dans l'intérêt supérieur du Canada, dans l'intérêt supérieur des Canadiens, dans l'intérêt supérieur même à la rigueur, je dirais, de cet effort-là qu'on fait au niveau planétaire pour encadrer l'intelligence artificielle, c'est important qu'on puisse aller de l'avant et c'est pour ça que je souhaite qu'avec les partis d'opposition, on arrive à trouver un compromis qui nous permette d'avancer. Mais je ne sais pas si tu veux... Yoshua avait témoigné lui aussi sur le projet de loi. Je peux juste ajouter que la proposition de loi a des propriétés importantes pour encadrer l'IA, c'est-à-dire une certaine flexibilité où on ne cherche pas à prescrire et de dire aux entreprises voilà les méthodes que vous devez utiliser, mais plutôt les amener à agir de manière responsable, à documenter leurs efforts pour protéger le public. Donc tout ça, c'est des manières, je pense, intelligentes de faire face au fait que l'IA, c'est une technologie qui évolue rapidement et les mésusages aussi pourraient évoluer. Donc on a besoin de cette flexibilité qu'on ne retrouve pas nécessairement dans d'autres législations. Et je vois d'autres juridictions qui s'en vont dans la même direction. Donc en Europe, évidemment, je suis de près ce qui se passe là-bas, mais aussi plusieurs États américains, éventuellement peut-être un congrès américain, on verra, qui vont dans des directions très semblables. Et on aura besoin de se coordonner, d'être interopérable avec les autres juridictions où l'IA joue un rôle important. Tu sais, comme je disais, je pensais pendant que Yoshua parlait, il y a un temps pour réfléchir puis il y a un temps pour agir. Je pense qu'il est maintenant venu le moment d'agir. Alors, c'est ça qu'on implore les partis d'opposition de travailler avec nous là-dessus. Alors, j'ai une question pour M. Belgique, si vous voulez donner au micro. Il y a aussi un mot qui a retenu mon attention tantôt, c'est le mot démocratie. Je vois M. Champagne, depuis un marqueur d'élection dans l'ère Ottawa depuis des semaines. Est-ce qu'il y a un des risques, majeurs de l'intelligence artificielle et pas l'ingérence des Alors, il y a déjà de la désinformation. L'enjeu ici, c'est que l'intelligence artificielle pourrait mettre à l'échelle des outils d'influence, de persuasion. On voit déjà avec les hypertrucages. Et c'est important qu'on développe les méthodologies, les techniques, en travaillant avec nos collaborateurs internationaux pour autant que possible protéger le public, puis travailler avec les entreprises pour qu'on minimise les effets, qu'on puisse détecter même ce genre de tentatives d'influencer l'opinion publique. On l'avait vu, puis je vous partagerai une page d'histoire quand on était ensemble à Bletchley Park. La plus grande menace qui avait été identifiée, évidemment, il y a plusieurs menaces qui peuvent être identifiées, mais la première, puis j'essaie de me rappeler de mémoire, on disait qu'en 2024, il y aurait environ 50 élections dans le monde qui touchera environ 4 milliards d'individus. Et la première menace qui avait été identifiée, c'était justement celle que Yoshua a mentionnée, la désinformation. Alors que vous avez à peu près la moitié de l'humanité qui a été appelée du moins, ou qui va être appelée à voter durant cette année, bien, il y avait déjà à cette époque-là l'identification que c'était l'une des plus grandes menaces. Alors évidemment, ce qu'on fait aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment nécessaire et c'est aussi, ça arrive à un bon moment parce qu'évidemment, on doit tous travailler dans cette direction-là. Je veux mentionner une étude qui est sortie il y a quelques mois de Suisse, où on a comparé la capacité de persuasion de l'IA avec GPT-4 avec celle d'être humain. Et une personne qui est en dialogue, ne sachant pas si c'est un être humain ou la machine derrière, se fait, disons, changer d'idée et on voit que la machine est capable d'influencer mieux que l'humain. Alors, on est déjà rendu quelque part d'inquiétant et il faut s'en occuper. Imaginez Infoman un jour avec l'intelligence artificielle, ce que ça peut faire.
Bonjour, les médecins. Qui voudra bien répondre? Ah, on fait ça en tandem, vous avez vu. On veut passer de la peur à la confiance. Comment on fait ça dans un domaine où on est condamné à toujours être en retard dans le cadre législatif et même éthique? Ben d'abord, Yoshua l'a mentionné tantôt, ce qu'on a proposé au Canada, c'était un cadre évolutif, c'est-à-dire que le cadre législatif qu'on propose, il est basé sur des grands principes. Vous imaginerez, puis ça, je vais vous surprendre, mais la loi sur la protection des données personnelles, aujourd'hui, la loi existante au Canada, elle a été écrite et promulguée avant même l'arrivée de Twitter, Facebook, toutes les autres plateformes que vous pouvez imaginer. Alors, à l'époque, le législateur avait eu cette idée-là de dire ce qui est important, c'est d'avoir des principes de base. Ça a été le choix qu'on a fait au Canada parce que vous avez raison. L'évolution, c'est à la vitesse grand V. Alors, évidemment, ce qu'on peut mettre dans la loi aujourd'hui risque, puis j'en parlais tantôt, si vous pensez de façon exponentielle, on est à ChatGPT version 3 ou 4, on va arriver à d'autres versions rapidement. L'idée, c'était d'établir des principes de base. Et c'est ça qui a été... Le choix canadien, ça a été d'avoir des principes. Du côté européen, on était un peu plus prescriptif. Il y a 2 modèles dans le monde qui ont été choisis, mais je vous dirais, Yoshua le disait, le nombre de personnes qui nous interpellent pour dire le modèle canadien, qui est dans le fond un modèle basé sur des principes pour protéger les individus, pour protéger les applications. Vous savez, entre vous et moi, on ne se préoccupe pas si l'intelligence artificielle vous aide à choisir la meilleure pizza que vous voulez un jeudi soir avec votre famille, mais on se préoccupe de l'intelligence artificielle qui va décider si vous avez un prêt ou si, par exemple, vous allez avoir une police d'assurance ou, à la rigueur, si on va vous offrir un emploi. Parce qu'à ce moment-là, c'est là qu'il peut y avoir des dérives et c'est ça qu'on veut prévenir, les modèles qui vont avoir un impact sérieux sur la vie des individus. Je voudrais ajouter une chose. Aujourd'hui, les systèmes d'intelligence artificielle ne sont pas fabriqués avec du code écrit par les êtres humains. Ce sont des systèmes qui apprennent, comme les enfants apprennent, et une fois que les systèmes sont entraînés, on n'est pas trop sûr de comment ils vont se comporter. Et donc, c'est essentiel qu'on développe la science qui nous permet de mieux encadrer et mieux comprendre. Donc, il y a l'encadrement législatif, mais il y a l'encadrement technologique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, quel genre de garantie on pourrait donner que les comportements sont acceptables pour la société. Et ça, c'est un problème ouvert global. On n'est pas les seuls à se poser ces questions. On doit travailler avec nos collègues à l'international pour faire avancer le plus vite possible, poursuivre le rythme des avancées des capacités de l'IA et mettre en place les garde-fous pour protéger le public. Monsieur le ministre, ensuite, je vous amène sur une préoccupation importante partout au Canada. Décision de votre collègue McKinnon ce matin, un arbitre décisionnel, juste 36 ans que le mandat a été écrit. C'est rapide, selon vous, ou c'est juste rapide? Ben, je dirais que c'est nécessaire. Vous savez, c'est une décision qui va dans l'intérêt national. Vous aviez 3 ports, le port de Québec, le port de Montréal, le port de Vancouver, qui est en même temps dans un arrêt de travail. Moi, je pense que, vous savez, à l'heure que la plus grande préoccupation des citoyens et des citoyennes, c'est l'abordabilité, quand vous avez les grands vecteurs économiques du pays, donc on parle des ports, vous l'avez vu récemment avec les chemins de fer, dans un pays comme le Canada qui dépend du travail de ces gens-là, on est obligé d'agir de façon rapide et décisive et c'est dans l'intérêt supérieur, tout en respectant, évidemment, moi j'admire le travail de tous ces gens-là qui assurent la logistique au pays, mais vous comprendrez, quand vous avez 3 des ports les plus importants au pays en même temps qui sont dans une situation d'arrêt de travail, c'est la responsabilité ultime du gouvernement d'agir et c'est ça que mon collègue McKinnon a fait. Pas McKinnon, oui, McKinnon a fait ce matin. Yeah, I would say, listen, we, in the interest of Canada's national interest, it was our duty to act decisively and timely to protect our supply chain. I would say the foremost issue that Canadians are facing is affordability. We could not sustain to have 3 of our most important gateways for goods to come in the country and to be exported, to be in a work stoppage. So we had to act decisively and timely, and I think
the decision of my colleague, Minister McKinnon, Minister of Labor, was exactly that. We appreciate the work of all the people who work in these ports, but they want to understand those are the gateways to our logistics. They are the gateways. Just even yesterday, I was with someone who said, Minister, our project is being delayed because we don't know if the goods will be able to come to our shore. So I think it was in Canada's national interest to do that. And again, this was the right decision at the right time. Good morning. Steve Rubin from CBC. Minister Champagne, much of what happens with AI in the next few years will depend on what the incoming Trump administration decides in the U.S. How much will that influence Canadian policy, and how closely will you be working with the Trump administration to develop policies? Now, it's a very good question, and I'm happy if Yoshua. Actually, the good thing is that we're ahead of the curve. I mean, the fact that we're announcing this morning the Canadian AI Safety Institute ahead of the global conference that's going to be taking place in San Francisco next week is a good thing because it shows that Canada takes AI seriously, that we take safety seriously, that we take responsible AI seriously. We're going to be working with the next administration. I can say we have been working hand in hand with the last administration, and the contacts we have with the next administration, it's certainly going to be a topic of choice because I think they realize the role of Canada in AI safety, and also Canada could be an answer to some of the challenges they have seen in terms of, when you talk about AI, you have to talk about energy. And there's a big question in the world, where are we going to generate the renewable energy needed to be able to power these servers? And many commentators in the United States have pointed out to Canada as being the solution to that, to make sure that, in order for the United States to be taking full advantage of AI and quantum, they will need additional computing capacity. And therefore, Canada is likely to be a solution. So we're going to be working hand in hand with our U.S. partner on that. There are those who would say that regulating AI or even creating a safety institute could be an impediment to innovation or competition, particularly with China. What would you say to that? Well, I would say I don't understand anyone who would be against having a safety institute, I think, and we said that, I think both Yoshua and I don't want to talk to him, but I said, if you want to move from fear to opportunity, you need to build trust. And if you don't have trust, you won't have adoption. If you don't have adoption, you won't have innovation. So for me, to those who are saying that, I say, listen, the best way to allow innovation and to have these new technologies in health, in science, and education to flourish, you need to have confidence-building measures with people. Because if you and I were to get out today and walk in the street, I think the jury would be out whether AI is going to be good for them and what AI can do to them. And therefore, I think what we're doing today, that's why it's a milestone for building that trust, but also to allow for innovation to happen. Because I would say, in my view, there could be no innovation without trust. And that's really what we're doing today, is to build the trust. And that is going to be fundamental. And the fact that you have Canada, the UK, and the US doing that is quite telling. Because there might be different streams of thought on that, but we're on the right side of history. I'd like to comment on China. Okay. So the world is complicated. We want safety, but AI safety is a global public good. If any country does something really stupid, we could all pay for it. And so we have to work with every country, even those with whom we disagree on political systems. And I've been part of discussions with researchers from around the world, including in China, trying to think about these questions. How do we coordinate internationally? How do we share information that is not sensitive but helps everyone take better decisions on how to build these systems in a safe way? So we want to be in those discussions. We want to make sure as much as we can that the Chinese are going to behave well. They also want to make sure we're going to behave well. And the West maybe has to do some things together, but also with the rest of the world, including countries that are our adversaries, including Russia, North Korea. We want to be making sure that
we both make sure that AI is not going to be used in dangerous ways by authoritarian regimes, and that it doesn't blow in our face. Sir, Monsieur. Good morning, James. Morning. From Montreal Gazette. The other week I was using one of these AI tools, a popular one, looked something up, and the response was a pure hallucination. It was made up a judge, made up a public inquiry. It's not disinformation, it just doesn't work. We've seen reports from over the summer from Goldman Sachs, from researchers at MIT that suggest the productivity gains projected for AI by some people who are promoting it aren't there, that companies using AI are spending more than companies that aren't to do the same things. Why are we trying to encourage adoption of a technology that doesn't seem to have the gains that its salesmen suggest it would? Well, and whilst I appreciate the example you gave, and I'm sure we can all have, our own anecdotes about what worked, but I will tell you, when I went to some SMEs recently, I'll give you an example without naming the company. When we were, I think with Milos, I think we were doing an event, we went to see some AI innovation. And, there was a big pile of bananas. And they say, Minister, you should go visit that particular company. And I was a bit like, well, not sure I see the link between the two. And when I went to see the innovator, he said, Minister, bananas is the fruits which have the least shelf life in a store. So I said, okay, that's interesting. He said, I hope you understand today that when you see bananas on the shelf at your local supermarket, it's not like the manager who decides how many bananas. And I said, okay, I'm maybe old school. I thought that was the case. He said, no. Today we have systems, to give you an example, that can factor the weather, whether there's a holiday and the buying pattern over the last 50 years. And therefore, we're in a position to be able to decide how much of certain goods you would have in that store. There's two effects of that. Obviously, you have the goods that people want to buy, and you prevent waste. Countless examples like that of SMEs and others have demonstrated that you can increase productivity. And to those who are concerned about what it's going to do to my job, I'll give you another example. When I spoke to one of the banks in Canada, which is using AI to serve their customers, my first question, I said, are you displacing work? He said, no, I'm using the people that I have today to do value-added work. So when you call, as an example, me calling my bank to say what is the balance on my account, he said, that could really well be automated. There's no value added. You just want a piece of information. The people who were answering these calls are now helping you to decide what's the best mortgage for your house. So I could see that, I think you're right. What we're trying to prevent with the Safety Institute is the guardrails to all the things that we would not want to see AI do. For example, when I said, if an AI system is going to decide whether you have an insurance policy, I think one of the basic thing we should know about the algorithms, and you should be knowing that you're talking to a machine, that actually it's not someone who's decided, so that you can interact. But I would say, I believe that when you're looking at productivity, we have countless examples in businesses, and I would say what Mila has been doing here is quite amazing in terms of where you see the potential, and there's countless examples of that. I think, first of all, economists have, different economists have different views regarding your question. But whether you're an economist or, like myself, an AI scientist, really what you have to do is look at the long-term trajectory. Right? So there'll be ups and downs in the markets, but what's very clear when you look at the benchmarks of capabilities of AI over the last decade is the trend. It's only going up, and in fact, in the last few years, it's accelerating, which means the capabilities of these systems is getting greater and greater, and there's no reason to think that eventually we will not reach human-level capabilities across many skills. So that is going to be clearly hugely valuable economically, and also clearly very dangerous if misused, or if we lose control of these systems that could be eventually smarter than us. Thus, it is important to prepare in terms of regulation that's going to be adaptive to this progress, and in terms of science to make sure we design machines that
are not going to suffer from these hallucinations. By the way, the reason they're behaving this way is simply because they're trained to imitate how people would respond, and people make up stuff, of course. Really? Yeah. I'd agree to that. Let me ask you about another announcement you made with the NRC here in Montreal a couple of years ago, the Biologics Manufacturing Yes. Center. At the end of December, it seems likely Canada will have an opportunity to get out of that deal because Novavax says they won't be meeting their deadline that comes at the end of December. Regulatory approval. Does Canada plan to stay in the deal with Novavax, or will you pull out after December? Well, I appreciate your question. So for folks who are watching at home, with those in the room, at the Biologics Center here, to gain what we call good manufacturing practices, we had to be with one of the vaccine manufacturer. We chose at the time Novavax. You appreciate when you're trying to certify a new plant, there's a number of complexities around that. We had to renegotiate the arrangement we had with Novavax, and at that time, I made the decision, looking at the benefits and the inconvenience, if you switch the provider or those you need to certify the plant, that would be detrimental to the process that we have. We want to have the biologics, which is the public, basically manufacturing plant. If we, at the time, you have to go back to the logic of that. We said, when we were during the COVID time, we said it's all good to have private partners who could supply vaccines, but I think, going back to what Yoshua said, you have to think 10, 20, 30 years from now. We said, you know what, it would probably be good to also have a public facility so that we're not dependent on anyone in the world to supply vaccines that we may need for, God forbid, a pandemic or in the form of health emergency. So we made the choice at the time to have a public manufacturing facility. We made the decision at the time to select a partner which could help us to gain what they call good manufacturing practices, because only when you have GMP certification, you're able to produce vaccines. So the choice we made is to continue with them. We amended the terms of our arrangement with them, but I still believe it's the best options we have to have the facility certified as quickly as possible and as cheaply as possible for Canadian taxpayers. You're staying in the deal with Novavax? That's what we negotiated with them, and I'm not aware, you may have information that I don't have this morning, but the last time I negotiated the terms of the deal with them, they were committing to continue to help us to get GMP certification. Thank you. Bon matin. Ça fait plaisir de vous revoir. Bonjour. Ma première question, c'est concernant la position quand est-ce que ça va se passer. Quoi, du côté du gouvernement en matière d'intelligence artificielle et de protection des droits de l'auteur. Comme on sait ce qui se passe aux États-Unis actuellement, il y a plusieurs entités qui poursuivent justement parce que les modèles d'intelligence artificielle ont été entraînés avec leur activité. Tout à fait. Écoutez, on a lancé des consultations à ce sujet-là. Vous soulevez, comme toujours, une question très importante, la protection du droit d'auteur, parce que pour les gens qui nous regardent, c'est évidemment dans ces modèles-là, de ce qu'on appelle les modèles de langage, j'espère que c'est le bon mot en français, il y a souvent de la propriété intellectuelle qui est utilisée, et à ce moment-là, la question, c'est comment on rémunère ceux qui ont les droits sur cette propriété intellectuelle-là. Et je dirais, en terminant là-dessus, puis peut-être Yoshua va vouloir dire un mot, mais l'intelligence artificielle est soumise au droit d'auteur, c'est-à-dire que c'est une nouvelle technologie, mais ça n'enlève pas les principes de base qui ont toujours existé. Vous savez, c'est un médium de plus. Comme Yoshua disait, c'est la première fois qu'on a une technologie qui peut créer des idées et prendre des décisions par elle-même. Alors, c'est sûr que c'est une nouvelle technologie, mais les principes de base de la loi sur les brevets, de la loi sur les droits d'auteur persistent. Et là, comme on arrime ces deux réalités-là, ça fait sujet d'une consultation publique qu'on est en train de faire à travers le Canada, justement pour s'adresser à cet enjeu-là. Je veux juste ajouter que c'est une question qui se pose internationalement dans beaucoup de pays, juridictions, l'Union européenne, les États-Unis, il y a des procès en cours un peu partout. C'est important qu'on se coordonne avec nos partenaires là-dessus. C'est pas une question facile, mais on va espérer que ça converge aussi rapidement que possible, de manière qui à la fois permette l'innovation et protège ceux qui créent du contenu.
question est probablement plus pour vous, M. Benjo. Quand on parle de sécurité de l'intelligence artificielle, particulièrement dans les domaines de la désinformation, ce que l'on voit actuellement, c'est qu'il y a un lien direct entre la production de la désinformation et celui qui la reçoit. Et celui qui la reçoit. Oui. Celui ou celle qui le reçoit. Avec les plateformes de réseaux sociaux, par exemple. Ouais. C'est un bon exemple, mais c'en est un parmi d'autres. La question qu'on peut se poser, c'est quand on veut donner confiance au grand public, où est le filtre entre le producteur malfaisant de désinformation et le grand public. Parce que je comprends qu'on puisse encadrer les entreprises qui fabriquent l'intelligence artificielle, les entreprises qui l'utilisent, mais ceux qui utilisent l'intelligence artificielle à des fins néfastes. Comment est-ce qu'on fait pour se mettre entre ceux-là et ceux qui reçoivent ça et qui n'en ont aucune connaissance? C'est une excellente question et je pense qu'un début de l'Institut de sécurité de l'IA, c'est de nous aider à trouver des réponses techniques, mais aussi des réponses sociales, législatives, etc. Alors, premièrement, au niveau de ce qui se passe en amont de la fabrication de ces systèmes d'IA, il y a des choses qu'on peut faire. Donc, si le système d'IA est fabriqué de façon à avoir des garde-fous qui l'empêchent de produire du contenu qui serait, disons, dangereux pour la démocratie, toxique, qui pourrait, mettons, par exemple, il y a beaucoup de discussions en ce moment aux États-Unis sur une loi qui empêcherait d'utiliser ces systèmes-là pour fabriquer de la pornographie juvénile. C'est un vrai problème. Donc, il y a des choses qu'on peut faire techniquement en amont, c'est-à-dire avant que ça tombe entre les mains des personnes peut-être qui s'en foutent de la loi et qui vont utiliser ça à leur propre fin. Après, il y a des choses qui pourraient se faire entre les deux. Donc, mais ça, c'est peut-être moins du côté de la technique de l'IA que des plateformes. Il faudrait que les plateformes aient une responsabilité. Là, aujourd'hui, elles sont un petit peu dans une zone grise. Comment est-ce que ces plateformes peuvent faire mieux et être plus responsables de l'utilisation de contenu, de diffusion de contenu qui finalement va contre nos lois? Ça fait l'air. Mais encore, par exemple, une chose, mais encore, je peux vous en dire plus. Ce sont des gouvernements, dans certains cas, qui font de la désinformation, le VU, le vérifier, le récupérer. Dans ces conditions-là, Ouais. c'est pas comme Non. accepter les pirates, c'est pas la même chose. Alors, premièrement, les outils que les compagnies occidentales fabriquent devraient avoir des garde-fous qui font en sorte que c'est pas facile pour un pays qui veut s'en servir contre nous puisse le faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est un enjeu de sécurité, c'est un enjeu de design de ces systèmes-là. Deuxièmement, je pense qu'il y a des enjeux de cybersécurité et de contrôle des plateformes dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est tellement facile de créer un compte sur une de ces plateformes et de le faire de manière anonyme. Et donc, c'est clair que c'est la porte ouverte à des groupes qui veulent déstabiliser nos démocraties. Il faut qu'on se donne les outils éventuellement pour minimiser tout au moins ces enjeux-là. Il y a aussi un côté technologique. Il y a des chercheurs qui essaient de voir comment on pourrait utiliser l'IA pour détecter que du contenu, effectivement, est faux ou trompeur ou disons, viole certaines normes. Ça, c'est aussi un sujet de recherche intéressant où l'IA pourrait être utile. Merci tout le monde. Thank you very much for your patience and thank you for being here today. That's an historic day. Welcome, everyone.